Lorsque vous avez à remplir un formulaire officiel, puis qu'on vous demande votre profession, puis il y a juste une toute petite case pour écrire ce que vous faites, est-ce que vous écrivez graveur, peintre, céramiste, sculpteur, artiste? Qu'est-ce que vous écrivez dans ce temps-là? C'est une bonne question, hein? Je pense qu'il faudrait que je dise que je suis un artiste, ouais. Mais dans le sens multidisciplinaire. Mais multidisciplinaire, on utilisait ça dans les années 60-70, puis je trouve que... Non, ça ne sert à rien d'énumérer graveur, sculpteur, puis là, en plus, j'écris. Alors, non, je suis vraiment... moi, je suis un artiste dans le sens global, là. Est-ce que vous êtes plus à l'aise à faire de la gravure, à faire de la sculpture? Maintenant, depuis que vous avez fait le projet Migration, vous avez fait beaucoup de modelage, vous avez fait de la sculpture. Est-ce qu'il y a une discipline dans laquelle vous êtes plus à l'aise? Bien, la discipline, je suis un rapport vraiment relié au territoire, là, puis relié à la matière. Ce qui fait... Mais ça, c'est un bon exemple de projet Migration parce que, contraire à un paquet d'amis que j'ai au Québec qui sont des céramistes, qui connaissent la céramique, moi, je ne connais rien dans ça. Je le connais un peu plus depuis que j'ai fait Migration, mais je ne suis pas quelqu'un qui a une connaissance de la céramique. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a un métier de céramiste. Je suis arrivé dans le projet Migration et j'ai choisi la terre comme symbole pour décrire le territoire, plutôt que de choisir le métier de céramiste. Alors, je n'ai pas appris toutes les techniques, j'ai été chez un fournisseur, j'ai appris comment on transforme la terre avec ses mains, surtout sous la pression des doigts, de transmettre l'énergie qu'il y a dans les mains, dans la terre. Et j'ai trouvé un type de cuisson très simple. J'ai pris des oxydes de fer, de manganèse, puis j'en suis resté à cette recette-là. Puis j'ai répété ça 20 000 fois dans mon processus, mais je ne voulais pas apprendre à devenir céramiste. Je voulais plutôt apprendre à transformer la terre pour la mettre sur un territoire. Le symbole m'intéressait plus que le métier de céramiste. Est-ce que vous pourriez vivre, être bien sans créer, sans faire d'œuvre? Non, c'est impossible. Je trouve que ma vie s'inscrit uniquement dans la création. Uniquement? Oui. C'est ça qui lui donne tout son sens? Oui, ma vie a un sens à travers la création. Je comprends les choses après les avoir faites. Je n'ai pas de connaissances académiques des choses. Je n'ai pas été à l'école longtemps, je n'ai pas été à l'université, autre que j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. Et eux ont été à l'université, je leur ai posé des bonnes questions, où j'ai été dans des stages, j'ai voyagé, et j'ai fini par avoir une certaine connaissance des choses. Mais à chaque fois que je voulais apprendre, c'était un peu toujours en dehors des normes. C'était pas dans des cadres universitaires, j'ai pas de diplôme en rien. Et je voulais apprendre quelque chose, et je vais au bout de la recherche quand j'en ai besoin. Je suis vraiment implacable dans la connaissance d'une chose quand j'en ai besoin, comme une nécessité de survie. Alors, mon problème, quand je rencontrais des gens, ils disaient « c'est incroyable, tu as du talent, tu peux faire telle chose ». J'ai dit « j'ai pas le choix ». Je suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup de choix. Peut-être que si j'avais été plus adapté à la société, j'aurais pu faire un professionnel conforme à ce qu'on voulait de moi. Puis j'aurais pu faire un avocat, j'aurais pu être un notaire ou un médecin. Mais toutes ces carrières-là étaient d'une façon de comprendre l'univers ou ma société qui ne m'intéressait pas tellement. On est actuellement dans votre maison. C'est une maison atelier. C'est une maison que vous avez voulu, que vous avez construite vous-même il y a une vingtaine d'années. C'était un projet qui était fou un peu à l'époque. C'était un projet qui était démesuré aussi. Bon, je pense que quand on a livré sur votre terrain, vous aviez décidé de faire la maison avec du bois de hangar d'entretien de locomotive. Alors quand on a déchargé les camions remorques, tout le bois, c'était immense. Mais vous avez dit, moi, une chose qui m'a frappée, que vous aviez besoin de construire cette maison-là pour pouvoir vous attaquer aux grandes murales, aux grands formats. Que si vous n'aviez pas construit votre maison, vous n'auriez pas réussi à faire ces grands projets-là. Pourquoi c'était essentiel? Oui, c'est comme... j'aime beaucoup me donner des projets de temps. Dans le sens que la maison, ça a pris énormément de temps à la faire, mais à la planifier, à la construire. Et la plupart de mes projets se font dans le temps. Ce n'est pas une œuvre sortie d'une journée. Je ne fais pas une œuvre à travers une journée et une semaine. Je me dis, bon, dans 3 ans, en 99, je vais avoir une exposition. Alors, je pense 3-4 ans d'avance. Mais la maison, c'est une notion de construction dans le temps. C'est-à-dire que c'était très important pour moi d'avoir acheté une usine des Schoppengues parce que l'usine était centenaire. Alors, j'avais à reconstruire une maison avec des pièces anciennes. Puis j'ai beaucoup aimé cette idée-là parce que j'avais l'impression que le bois de construction de cette maison-là avait une mémoire.
avait une mémoire industrielle. Je ne ferais pas d'association avec un atelier, mais j'en faisais un peu, là, ça faisait un peu ésotérique de dire, il me semble que ma maison va imprégner d'une mémoire du temps, c'est tout du bois centenaire, et je vais bien l'habiter parce que c'est un endroit où on a bien travaillé. Je n'avais pas l'idée du neuf. Et les planchers, les plafonds, ça baigne de la présence du temps, de la mémoire. Et mon atelier, dès que j'ai eu fini la maison, j'ai commencé à travailler, puis je me suis dit, je me sens bien à cette maison-là. Comme le lieu que j'avais longuement réfléchi et espéré un jour habiter dans un cadre de maison qui m'appartiendrait. C'est que, faut dire que pendant des années, je viens d'une famille de locataires, d'ouvriers locataires. Et la notion de propriété, c'est une chose qui était comme une espérance qu'on ne pouvait presque pas avoir chez moi. Et quand j'achète un terrain ici, puis je me dis, c'est mon premier terrain, à travers tous les voyagements que j'avais faits, et à travers tous les habitats que j'avais eus, toujours comme locataire, habiter la maison des autres. En 59, j'habite la maison de Félix Stuttler. Assez curieusement, j'habite dans l'Anse de Vaudreuil, je loue une maison de Guy Moffett. En 59, je m'installe là avec ma famille, et c'est la maison de Félix que j'habite pendant 3 ans. Qui ne sera jamais ma maison parce que tous les fins de semaine, il y a des visiteurs qui viennent cogner à ma porte. Est-ce que Félix est là ou est-ce que Guy Moffett est là? Puis ça m'achalait un peu que cette maison-là n'était pas la mienne. C'était toujours la mémoire des autres. Ensuite, j'habiterai le long du fleuve une maison historique du 18e. C'était une maison des Morancy. Et les gens venaient nous voir aussi. C'était une vieille maison de pierre. Ils venaient cogner à notre porte disant, est-ce qu'on peut voir la maison de notre grand-père? C'était pas le mien, c'est. J'ai toujours l'impression que c'était la maison des autres. J'ai habité ensuite au Carré Saint-Louis dans les années 70. C'était une superbe maison, 2 étages. Et ça aussi, c'était une maison historique habitée par une famille anglaise de telle époque. Puis là, je me suis dit, un jour, je vais habiter ma maison. Mais vous dites aussi que ça vous a permis de ne plus avoir peur, une espèce de vaincre les peurs, de construire votre propre maison. Vous aviez peur de quoi? Oui, mais c'est parce qu'on se dit, quand on construit sa maison, il faut avoir la chance de la construire, il faut avoir le temps. Il y a des tas de gens qui nous donnent des conseils disant qu'on ne sait pas faire sa maison. Soit qu'on n'est pas contracteur, on n'est pas architecte, on n'a pas la compétence de ça. Et c'est très curieux, ça c'est quelque chose que j'ai profondément, que j'ai intuitivement. La connaissance vient d'une pratique. Aussitôt que vous désirez profondément une chose, vous rentrez dans la pratique de la chose et vous l'apprenez. Moi, ma maison, je l'ai construite parce que je désirais faire une maison. Et tous les soirs, après une journée de construction, je fouillais dans un livre pour savoir telle étape et telle étape. Et après, je me suis rendu compte que je savais construire une maison. Je ne le savais pas avant. Tous ceux qui me conseillaient de ne pas le faire, ils apportent toujours des éléments négatifs dans votre vie. C'est comme si ils vous conseillent de ne pas voyager parce que c'est dangereux. Mais vous savez voyager quand vous revenez de voyage. Je trouve que la vie, c'est comme ça. C'est comme ça on dit à un enfant, fais pas ça, c'est dangereux. Construis pas ta maison, tu connais pas ça. Mais je sais comment construire une maison maintenant. Ça ne veut pas dire que je vais construire des maisons, mais j'ai conquis sur moi que la connaissance était en moi. Et que personne ne va pas me dire « tu ne sais pas faire telle chose ». Il y a quelque chose qui revient partout dans votre œuvre, c'est la démesure aussi. Les projets sont démesurés, ils sont souvent de plus en plus démesurés, de plus en plus fous. Juste pour donner un exemple, pour que les gens nous suivent bien, dans le projet Migration, c'est ça, il y a 20 000 statuettes, toutes différentes les unes des autres, qui symbolisent vraiment l'immigration, les passages. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la démesure constamment? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous créez, il faut que ça aboutisse à la démesure? C'est l'image de la démesure, mais ce n'est pas démesuré parce que c'est... la vie est démesurée. C'est que si je vous dis que si vous mettez dans le cadre d'une exposition le travail de 3 ans, le résultat est démesuré. Mais votre vie quotidiennement n'est pas démesurée. Ce que je faisais tous les jours, puis je l'ai regretté quand le projet de migration s'est terminé, j'aurais aimé le faire 10 ans. Je l'ai fait 3 ans. Ça veut dire que tous les jours, j'ai comme un travail, je rentre dans mon atelier et je me dis, j'ai aujourd'hui à réaliser 30 personnages.
Moi, je me sentais tellement bien de faire ça, là. C'était comme... J'ai pas la préoccupation de chercher autre chose. Aujourd'hui, je vais réaliser 30 personnages. Comme un écrivain qui dit, aujourd'hui, je vais faire 10 pages. Et les personnages étaient différents chacun, parce que chaque jour est différent. Du matin au soir, c'est différent. Mon état de perception est différent. Les saisons sont différentes. Ce qui est démesuré, c'est quand, après 3 ans de réalisation au Québec et au Mexique de tous ces personnages-là qui sont mis en caisse quotidiennement, après les avoir mis au four, j'ai remis en caisse, c'est quand je sors le projet à Mexico, les gens regardent ça, c'est démesuré, mais c'est le bilan de 3 ans. La seule chose qui fait démesurer, c'est que je sors le résultat de 3 ans. Mais ma planification de migration était que quand je commence à travailler en 89, je sais que l'exposition va arriver à Mexico en 92, juin 92, et c'est fait quotidiennement. Il n'y a pas de démesure dans mon quotidien. Il y a juste 30 ou 40 personnages. Il y a la démesure dans le projet quand il est sorti. Là, je me rends compte que je viens de vivre 3 ans. Quand je suis rentré dans ce projet-là, j'étais René Derouin, qui connaissait telle chose. Et quand je suis sorti 3 ans après avoir réalisé les 20 000 pièces céramiques, je suis quelqu'un de différent. Premièrement, je connais ça. J'ai fait un passage extraordinaire dans un rituel quotidien de méditation, de travail, de transformation de la matière sur un même thème. J'ai réfléchi à la migration. J'ai observé les gens. J'ai observé les réfugiés. J'ai observé les coutumes. J'ai regardé les gens. Et mon état d'être est modifié. Et l'œuvre, ce qui est peut-être gigantesque, c'est il y a l'œuvre extérieure et il y a ma transformation intérieure. Quand je sors du projet, je ne suis plus la même personne. Et vous posez par ailleurs des gestes qui sont démesurés, en tout cas pour quelqu'un de l'extérieur. Quand vous avez décidé, après justement l'exposition Migration, c'était quoi, presque 4 années de votre vie, 3 ans, 4 ans, de larguer une partie des statuettes dans le fleuve Saint-Laurent? Pour la plupart des gens, c'est apparu comme quelque chose de complètement démesuré, de lancer 19 000 statuettes dans le fond du Saint-Laurent, que ça disparaisse, alors que les gens qui avaient réussi à qui avaient eu la chance de voir l'exposition au Mexique ou au Québec, les gens avaient été touchés, de toute façon, parce qu'ils avaient senti justement le poids de chacun des personnages qui portaient sur son dos le poids du destin, le poids de la mémoire. C'est une œuvre qui est très belle. Pourquoi est-ce qu'on, dans un geste comme ça, on détruit ce qu'on a fait? Non, je ne l'ai pas détruit, je l'ai déposé au fleuve. Sauf que vous savez bien que c'est mais si je l'avais une déposé lente dans un destruction. musée, Oui. non. Si je l'avais déposé dans un musée, vous ne l'auriez jamais revu. Puis je l'ai déposé dans le fond du fleuve. C'est que la terre retournait à la terre. Et le fleuve est comme un lieu de sauvegarde parce qu'on sait que les céramiques qui ont été déposées dans le fond des eaux, on peut les retrouver 2000 ans après. C'est pas mon intention, là. Je n'ai pas fait ça pour les retrouver dans 2000 ans, mais je veux dire que ce n'est pas une destruction, c'est un dépôt. Alors, quand l'œuvre avait vécu à Mexico, c'est une œuvre d'intégration. Et le mot intégration, pour moi, c'est très important. Les processus d'intégration aux choses, de compréhension des choses. Je fais cette œuvre-là en vue d'un musée spécifique, le musée Rufino Tamayo à Mexico, que je connais très bien. Je conçois l'œuvre comme une intégration à l'architecture. L'œuvre est faite pour le musée. Et fait à transit à travers tout le musée, à travers les grandes fenêtres, puis ça s'en va vers l'extérieur. Il y a 3 000 à 4 000 pièces qui sont à l'extérieur dans le parc Chapultepec à Mexico et qui rentrent dans le musée. La migration est intérieure-extérieure. C'est tellement une intégration que les gens à Mexico, quand ils regardent l'œuvre, ils ont dit on a toujours l'impression que cette œuvre-là a été faite pour ce musée-là et qu'elle va être là tout le temps. Même aujourd'hui, quand je retourne à Mexico, je rencontre les gens du musée, ils me disent René, depuis que tu as placé cette œuvre-là dans notre musée, on ne peut pas imaginer le musée sans cette œuvre-là. Il manque quelque chose. C'était une intégration. Je transporte l'œuvre au Musée du Québec, je refais une intégration, et après l'exposition du Musée du Québec, je deviens le concierge de l'œuvre. Avec les 40 ou 50 caisses. Oui, je garde ces caisses-là dans un entrepôt et je deviens le concierge d'une mémoire, ne sachant pas quoi faire avec cette œuvre-là. Jusqu'au jour où, après cette réflexion-là sur le sens de la migration, dans le sens symbolique ou du concept, pas de la matière, du concept, je me dis, la migration ou ma migration ou la migration des Québécois, dans le cas du lieu ici, c'est le fleuve. J'arrive tranquillement
à réfléchir que cette œuvre-là devrait retourner au lieu de passage de la migration. Mais vous dites quand même que vous êtes senti mal à l'aise. Le premier geste que vous avez posé, parce que vous avez fait ça en pèlerinage un peu avec votre femme, vous êtes allé voir des lieux qui étaient significatifs pour vous, vous n'avez pas jeté toutes les statuettes au même endroit, et que les premières fois, bon, vous étiez un peu mal à l'aise, mais ensuite vous étiez de plus en plus léger au fur et à mesure que ça avançait. Pourquoi est-ce que vous étiez mal à l'aise et qu'est-ce qui vous a libéré à un moment donné? Pourquoi vous êtes devenu plus léger? Bien, c'est le malaise qu'un artiste, tous les artistes vont vous dire ça, on transforme certaines peurs ou certains tabous en création. Des choses, des interdits, je veux dire des interdits. Le fleuve, destruction, j'emploie votre mot, là, la disparition d'une œuvre. Parce que Justin Conley, dessaisissement d'une œuvre. On a fait une œuvre, on se dessaisit de cette œuvre-là, dessaisissement de cette œuvre-là. J'ai réfléchi pendant un an sur le geste que j'étais proposé. Est-ce que c'était destructeur? Pourquoi je voulais faire ça? J'ai écrit sur ça. Je me suis réfugié en Islande pour penser quelques mois avant qu'est-ce que j'étais pour faire. Pourquoi je voulais faire une chose comme ça? C'était-tu un pied de nez au musée? C'était-tu quelque chose contre le Québec? Comment le milieu des artistes réfléchirait ou me répondrait à un geste comme ça? Et à mesure que j'évoluais dans ma réflexion, j'éliminais tous les aspects négatifs. Je ne fais pas ça contre quelqu'un, je ne fais pas ça contre les musées. Je fais ça pour un besoin profond de terminer mon œuvre au fond du Saint-Laurent. Et tranquillement, les raisons profondes que j'ai comprises durant, pendant et après se sont enrichies tout le temps. Et là, je peux vous l'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Mais au moment où je l'ai fait, je ne le savais pas, mais j'avais peur parce que j'avais peur de trouver quelque chose par rapport au fleuve, et c'était mon enfance, puis c'était la mort de mon père et mon frère au fleuve. Ils se sont noyés tous les deux. Alors, c'est comme un retour à l'enfance. Et comme ça avait été un peu, pas caché, mais oublié, comme un drame familial, c'est la raison pourquoi toute ma famille, on n'habite pas sur le fleuve. C'est la raison pourquoi on a quitté le fleuve après la mort de mon père et de mon frère. C'est que c'était quelque chose d'un peu tabou dans la famille. On ne parlait pas du fleuve. Mais le fleuve, ça vous a habité, tous vos premiers dessins Tout jusqu'à... mon travail vient du fleuve. Toute ma recherche, tout le sens même linéaire de mon œuvre, c'est la composition plastique de l'œuvre. Et mon départ vers des autres pays, ma migration, ça vient du fleuve. De voir passer les bateaux quand je suis jeune, là, je suis sur le bord de la rive, puis je vois passer les bateaux qui s'en vont toujours dans l'Atlantique et dans différents pays. Puis moi, j'examine les pavillons, puis je me dis, je vais prendre un bateau, puis je vais partir. Votre frère, c'était quelqu'un d'important pour vous? Oui, c'est quelqu'un d'important, puis c'est quelqu'un de très important pour ma mère aussi. Mais c'est très curieux dans la famille. Moi, j'ai 3 sœurs et un frère. Et mon frère, c'est le garçon en santé. Moi, je suis le garçon malade. Vous étiez asthmatique, je pense. Asthmatique, toutes les maladies de l'enfance. Difficile. Ma mère dit, je suis un enfant difficile. Difficile, je ne dépasserai pas l'âge de 12 ans à cause que je suis asthmatique au dernier degré. Et mon frère, c'est l'image idéale du petit gars fort, en santé, rougeau. Mes parents disaient, c'est le meilleur. Et c'est très curieux, c'est comme si la vie autour de moi, ce qui était de meilleur était disparu et que moi, je ne devais pas vivre. Parce que moi, j'étais condamné à 12 ans. Et le médecin avait dit, votre garçon, il ne dépassera pas 12 ans. Et j'ai toujours eu l'impression que ce que je gagnais sur la vie était gagné. Tout le temps. J'ai une très grande fébrilité par rapport à la vie, par rapport à mes projets, ma carrière, tout ça. J'ai toujours l'urgence de vivre parce que ce que je gagne, je l'ai gagné. J'aurais jamais cru que je me serais rendu à 60 ans. Ça, c'est une notion de temps que j'ai jamais eue. J'ai jamais eu la notion même de 40 ans. C'était quelque chose, là, de... À la mesure, c'était des mois et des années d'accumulation sur la vie. Mais moi, je trouve qu'il y a un avantage d'avoir connu ça, énorme. Très, très jeune, j'ai conscience de la vie et de la mort. Pas uniquement de mon frère. Il y a votre père qui est mort. De mon père aussi, mais de d'autres choses aussi. Nous, on habite sur le bord du fleuve et on est près de Saint-Jean-de-Dieu.
l'asile Saint-Jean-de-Dieu. Et on est très jeune pris à voir la mort. Parce qu'il y a beaucoup de suicides, des aliénés qui quittent l'asile puis qui vont se jeter dans le fleuve. Alors, très jeune, on voit ça. Et c'est une chose qui m'a donné, pas une espèce de fatalisme à la mexicaine, là, mais aujourd'hui. Après, je comprendrai beaucoup la culture mexicaine, l'espèce que la vie, chaque jour, je la prends parce que je la goûte chaque jour, puis il y a peu d'avenir. Mais très jeune, j'ai cette connaissance-là. Et je me rends compte autour de moi que c'est pas tout le monde qui a cette connaissance-là de la vie et de la mort. Les gens ont l'impression qu'ils vont vivre tout le temps. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup de tragédie aussi, parce que après votre exposition de migration, après le largage que vous avez fait dans le fleuve, là, c'est votre fils aîné qui est mort aussi. Ça, ce qu'on se dit, à un moment donné, c'est pas trop de morts, trop de tragédie autour de soi? Oui, c'est inquiétant beaucoup, pour ça. Oui, c'est beaucoup, moi. Ouais. Mais quand c'est arrivé pour mon fils, j'étais capable d'encaisser une chose comme ça. C'est un peu trop. Mais je dirais que c'est pour tout le monde. Mais j'ai juste les dates qui sont changées pour les gens. Moi, c'est plus comprimé, c'est plus condensé. Je l'ai vécu jeune, mais ça va arriver à tout le monde. Mais en même tout temps... le monde va connaître la mort un jour. Tout le monde va connaître la disparition de ses parents, de ses frères et sœurs. Tout le monde va vivre cette relation-là de perte. Moi, je l'ai vécu très, très jeune et ça me donne, puis je ne veux pas relier ça au travail de l'artiste, mais beaucoup, ça me donne une connaissance et ça me donne un avantage sur la vie que j'apprécie dans sa totalité. Et souvent, mes amis, je sens que j'ai cette valeur-là, mais dans le fond, c'est une connaissance, je ne leur souhaite pas, d'apprécier dans les médias d'être en vie. Vous avez senti le besoin de quitter le Québec, et ça, c'est il y a longtemps, c'est il y a une quarantaine d'années. La première fois où vous êtes allé au Mexique, c'était en 1955, vous avez quitté le Québec. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui avaient besoin d'aller ailleurs, qui avaient besoin de voir autre chose, mais la plupart des gens choisissaient l'Europe et la France. Vous choisissez le Mexique. Pourquoi vous êtes allé là? Puis ensuite, vous êtes retourné, vous vivez presque chaque année, vous y allez, vous vivez une partie de l'année là-bas. Bien, la raison que je donne, c'est une raison... Le saviez-vous quand vous êtes parti, que vous avez pris l'autobus, que vous avez traversé les États-Unis, que vous alliez... Il y a quelque chose qu'on sait. J'ai fait une conférence il y a 2 ans ici et j'ai sorti une valise. C'est une valise de mon premier voyage au Mexique, une grande valise bleue. Et croyez-le ou non, c'est écrit dessus « Québec-Mexique » en 1955. Et je suis parti par autobus. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que je voulais affirmer mon identité québécoise. J'ai montré ça à Gaston Miron, hein, puis dans les années 55, l'affirmation de l'identité québécoise. Comme personne, c'est ce que dans le milieu poétique, littéraire, déjà, c'était une recherche qui se faisait, hein, mais moi, j'étais un peu isolé. Et j'ai fait ça. Et je me suis posé des questions sur la politique et la sociologie, qui j'étais dans la société. Bien, j'étais non seulement pauvre, mais mon identité ne valait rien autre que, culturellement, on me disait que si j'étais pas français dans la culture, je ne valais rien. Ce que diffusait la radio, ce que diffusait la culture ambiante, c'était qu'il fallait, pour devenir quelque chose, aller faire un séjour à Paris, puis revenir avec la culture. C'est quoi la partie de vous qui appartient maintenant au Sud, au Mexique, puis celle qui appartient au Québec? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre depuis 40 ans, à la fois là-bas et ici, d'être imprégné dans les deux cultures? Disons que je m'inspire beaucoup du Mexique. C'est un lieu de vie qui me plaît énormément, mais là, c'est peut-être les grandes raisons de culture profonde, une culture plus métissée, plus mêlée, plus tolérante aussi, moins anticonformiste. Parce qu'il y a comme tellement de différences entre la richesse, la pauvreté, des gens de mémoire différents, que je me promène à Mexico puis je vois un Indien qui vient du Chiapas ou vient de l'État de Oaxaca. Il a l'impression de voir quelqu'un de l'an 1000. Puis ensuite, je vois 2 personnes qui sont à une autre époque. J'aimerais que les époques cohabitent. Ils cohabitent dans le même espace urbain, mais ils viennent d'époques différentes. Alors, je regarde sur la place de Mexico,
des paysans qui ont l'impression qu'ils sont au 19e siècle, puis des hommes d'affaires avec leurs cellulaires qui sont tout à fait aujourd'hui, puis à côté des Indiens qui vivent comme avant la conquête. On dirait que toutes les cultures se tolèrent et se superposent dans des temps de mémoire. Et ça me donne un grand bonheur de voir que l'histoire et la vie, c'est pas un temps d'aujourd'hui. La vie n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Il y a d'autres formes de vie, il y a d'autres formes de société, puis il y a d'autres formes de civilisation. Alors, c'est comme... Moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est... Notre société, elle a construit une civilisation comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y en a plusieurs formes, il y a d'autres formes. Ça me rassure que la mémoire des cultures n'est pas juste la mienne, mais qu'elle est plus riche et multiple. J'adore le métissage, j'adore voir que les choses sont différentes de ma perception.